Son vrai nom, Ori Mamadou. Oui. Donc, bienvenue à Discutons Libre. Merci. Merci. Donc, juste avant de commencer et de fouiller un peu dans les questions politiques, parle-moi un peu de toi. Je suis Diallo Mamadou Ori. Je suis étudiant à l'Université de Moncton au programme de maîtrise en administration publique. Je suis également, j'ai la chance de diriger l'association des Guinéens et Amis de Moncton au poste de président. Et voilà, un citoyen engagé. Mais c'est ça, c'est parfait. Donc, on va commencer avec les questions politiques. Puis pour commencer, on va commencer avec la Guinée. Donc, ma chère Guinée. Donc, dis-moi, quelles sont les couleurs du drapeau de la Guinée en ordre de gauche à droite? C'est le rouge jaune vert. Et de gauche à droite, c'est le rouge jaune vert. Le rouge jaune vert, ok. Quelles sont les devises nationales de la Guinée? C'est travail, justice, solidarité. Travail, justice, solidarité, parfait. Peux-tu me dire une phrase ou un mot qui t'a marqué dans l'hymne national de la Guinée? La liberté. La liberté. La liberté, ça sous-entend ou ça explique un tout petit peu le processus d'acquisition de l'indépendance au pays. À travers une phrase célèbre que Sékou Touré avait prononcée. Sékou Touré, c'était un tout petit peu le pionnier de l'indépendance. C'était le premier président de la République du Guinée qui, face aux colons français, qui étaient dirigés et représentés par De Gaulle, avait prononcé une phrase célèbre qui disait que nous préférons la liberté dans la pauvreté à la richesse dans l'esclavage. Donc cela explique un tout petit peu toute la configuration de l'hymne national. Il aura peut-être un jour la chance de nous la chanter. Donc, dis-moi, quel est donc ton président actuel, le nom de ton président actuel? C'est le professeur Alpha Condé. Le professeur Alpha Condé. Et dis-moi, de quel pays et à quelle date la Guinée a-t-elle connu son indépendance? La Guinée a connu son indépendance le 2 octobre 1958. De quel pays? De la France. Pourrais-tu me dire approximativement le nombre d'habitants que contient la Guinée? D'après les statistiques de 2017, je dirais 11 500 000 habitants. Wow, c'est pas mal. L'économie de la Guinée est basée sur quel secteur? C'est basé en grande partie sur le secteur minier. Et un deuxième. Agricole. Bravo. Allez. Donc, tout de suite, on va passer un peu à l'Acadie. Donc, on avait commencé l'histoire de l'Acadie avec Moïse. Aujourd'hui, on termine avec Ori. Et dis-moi, là, tout de suite, ça va être une longue phrase, mais qui va pouvoir te donner des éléments de réponse. En 1763, le traité de Paris est signé. Et cela a permis de mettre un terme à la guerre de 7 ans. Et ceci aussi a permis à ce qu'il y ait une capitulation de la France une capitulation de la France pour diriger l'Acadie et aussi une forme d'abandon aussi de la mise en place de cette nouvelle France. Ok. Maintenant, la question est de me dire qu'est-ce que qu'est-ce qu'a apporté ce traité signé, au fait? Le traité qui a été signé en 1763, qu'est-ce que ça a apporté à l'Acadie, malgré ses pertes? Il faut dire que je m'aventure dans des eaux profondes que je ne maîtrise pas bien, mais je peux deviner que ça a permis peut-être la libération du peuple acadien. Oui, ça a permis la libération. La libération dans le sens où ils ont peut-être pu être indépendants. Disons qu'ils n'ont pas été indépendants. Ils ont été plus sur le Commonwealth de la Britannique. De la Britannique, la Grande-Bretagne. Si c'est de la Grande-Bretagne. Mais aussi, l'élément majeur que ça a apporté, c'est que ça a permis aux Acadiens de retourner chez eux. Ah oui.
Donc c'est ça, parce qu'avant, en 1755, il y a eu cet exil, cette déportation. Et avec le traité signé, ça a permis justement aux Acadiens de l'autonomie. Ah, une autre forme d'indépendance. C'est une autre forme d'indépendance. Donc, était justement la condition justement de ce retour, c'était justement qu'il prête allégeance à la couronne. D'accord. La reine d'Angleterre. La reine d'Angleterre. Donc, pourquoi, après 1763, on appelle l'Acadie une Acadie de la diaspora? On appelle l'Acadie une Acadie de la diaspora dans la mesure où ce sont une population qui, entre guillemets, après avoir obtenu son indépendance en Grande-Bretagne, est revenue avec de nouvelles cultures, peut-être avec également de nouvelles méthodes empruntées du système britannique. Oui. Alors, les devinettes. C'est bien, c'est quand même bien répondu. Mais je dirais que c'est plus par rapport à l'exil. Ce qui se passe, c'est que pourquoi on appelle l'Acadie aujourd'hui l'Acadie de la diaspora, c'est parce qu'ils étaient dispersés. Donc aujourd'hui, on retrouve un Acadien en Louisiane, en Ontario, plutôt plus à Timmins, au Québec, en France, en Nouvelle-Angleterre. Donc ce sont tous ces Acadiens justement qui ont été dispersés un peu partout, qui sont revenus sur leur terre. Mais il y a d'autres aussi qui ont fait leur vie, qui ont décidé de rester. Donc au fait, cette forme de diaspora, c'est un peu comme nous qui partons et qui formons cette diaspora de la Guinée, c'est ça. Mais c'est bien ce que tu dis. Donc, à quel siècle commence la Renaissance acadienne? Je pense que j'ai des éléments de réponse possibles. Ben oui. 18e siècle, 17e siècle, 19e siècle. Oh. 19e. Les trois. On peut dire. Mais malheureusement, au 18e siècle, ils ont connu l'exil. Donc, en 19e siècle, ils ont connu la Renaissance acadienne. On a trouvé. Ah oui, bien sûr. Bien sûr. Et donc, pourquoi parle-t-on justement d'une Renaissance acadienne, malgré que, selon l'histoire, bien entendu, l'Acadie connaissait encore une forme de précarité économique. Donc on parle de Renaissance acadienne, mais il y a encore cette précarité. Pourquoi parle-t-on de cette Renaissance acadienne? Je passe. Tu passes? Oui. Donc on parle de cette Renaissance acadienne justement par rapport à cette militantisme, par rapport aussi, comment je peux dire ça? Il y a eu les élites qui se sont levées pour militer pour l'identité acadienne. Tu sais, ils se sont dispersés, ils sont partis, et puis ils se sont retrouvés. Maintenant, ils essaient de former justement cette Acadie. Donc, malgré tout ce qui s'est passé, cette précarité qui est là, mais ils ont quand même décidé de forger ce qu'on appelle le nationalisme acadien. Ah, d'accord. Donc, c'est un peu ça qui... Des nationalistes aussi? Oui, pourquoi pas. Ah, pourquoi pas. à suivre. À suivre. À suivre. Donc, on peut continuer avec l'Acadie. Donc, donc, une des raisons aussi pour lesquelles, ça c'est pour aller au deuxième truc, une des raisons pour laquelle aussi on parle de Renaissance, c'est parce qu'ils ont commencé par mettre sur pied un journal acadien. Et dès qu'il a commencé à avoir médias et tout ça, donc ils ont plus une voix, une portée, etc. Maintenant, la question que je me posais, c'est quel est le nom du premier journal acadien? 2 éléments de réponse. 3. Acadie Nouvelle, le Moniteur acadien. Le Moniteur acadien. Bravo, bravo. Donc le Moniteur acadien qui a été fondé justement en 1867 par Israël Landry. Ah, parfait. Et pourrais-tu deviner le nom du second journal acadien? On va y aller avec... L'Acadie Nouvelle?
Malheureusement, non, c'est vrai ça. Mais vu que tu as déjà donné un élément de réponse, je vais dire Évangéline. Ça s'appelle l'Évangéline, qui a été fondée cette fois-ci par Valentine Henry, encore de la même famille. Et le premier numéro est sorti en 1887. Ça date. Ça date quand même. Mais c'est quand même récent, 1800, 2000, c'est quand même 20 ans à peu près. Et sachant que Évangéline, parce que là je voulais venir dessus, sachant que Évangéline est une figure emblématique acadienne, est-ce que tu peux me parler de ce personnage qui est Évangéline? Qu'est-ce que tu penses que Évangéline veut dire pour toi ou bien pour les Acadiens? Personnellement, je ne connais même pas Évangéline. Et tu veux pas décider? Je ne veux pas m'aventurer dans les eaux profondes, sachant que je ne sais pas nager. Du côté acadien. Donc, certainement pas. Okay. Donc, du vrai nom, disons que Évangéline est un poème qui a été écrit par l'Américain Henry Wadsworth Longfellow. Et ce poème a été édité en 1847. Et puis pourquoi ce poème a fait autant a marqué le peuple acadien, justement parce que c'est revenu sur la déportation et c'est revenu aussi marquer cette époque de la Renaissance où l'Acadie cherchait justement mais cherche encore, je pourrais dire, à établir son identité acadienne au travers du nationalisme. Donc c'est un peu ça qu'a apporté ce poème, et il s'est mis en exergue en valeur disons un couple de personnages qui est Évangéline justement et Gabriel. Ok. Donc c'est un peu ça. Question à réponse personnelle cette fois-ci. Donc je vais te répondre un peu. C'est encore un peu sur l'Acadie, je sais, mais on va, c'est presque terminé, mais j'aime bien qu'on en parle quand même. En se basant sur cette histoire qu'on a parlé, que j'imagine que tu as pu entendre une fois de temps en temps, peut-on dire que l'Acadie est encore à la phase de sa renaissance? Encore aujourd'hui, on peut dire au XXIe siècle, on est pratiquement au XXIe siècle, au XXe siècle, est-ce qu'on peut dire que l'Acadie est encore sur cette phase de sa renaissance? C'est-à-dire qu'elle est toujours en quête de son identité. Qu'est-ce que tu en penses? D'abord, je salue le peuple acadien. Je ne dirais pas que l'Acadie est encore en quête de renaissance, mais je pense qu'il a également, le peuple acadien a également un bon bout de chemin à faire, comme toute autre personne, dans la mesure où on continue toujours à se parfaire, à conquérir de nouveaux horizons. Et je pense que le peuple acadien également continue et cherche à s'affirmer au sein de la communauté. Mais renaissance en tant que telle, parce que je sais qu'il y a eu beaucoup d'évolutions depuis que le peuple acadien a commencé à exister. Et jusque-là, on continue, c'est tout à fait normal, ça y va de l'aventure qu'on mène en tant qu'être humain. C'est pas mal. Toi, tu es plus basé sur le nom. Moi, je dirais oui. Pourquoi? Parce que l'Acadie est quand même, en disant l'Acadie est un pays jeune. Bon, pas un pays jeune, parce que le pays, c'est quand même le Canada, mais vu que c'est une communauté, c'est une province aussi, on peut dire que l'Acadie est une province quand même assez jeune. Ils ont connu leur exil un peu tard, 1755. Ils ont formé, ils ont commencé vers le 19e siècle à peu près, 1900, à établir leur forme d'identité. Je pense qu'ils n'ont pas encore... Ils ont trouvé, mais ils n'ont pas encore affermi dans cette identité. En tout cas, ça c'est selon moi. Selon moi. Mais je dirais que oui et non. Oui et non. En tout cas, oui, parce qu'ils le cherchent encore. Oui. Selon moi, puis non, on se construit. Oui, je pense qu'on se recoupe dans nos analyses. C'est juste qu'il continue à chercher, mais renaissance dans son sens propre, je pense que l'Acadie continue encore le combat et qu'ils ont mené depuis longtemps. Et je pense que ça va continuer. Les peuples existent, ils continuent à se parfaire. Toutes les communautés également s'inscrivent dans cette dynamique-là, je pense. C'est vrai, c'est vrai.
Donc la toute dernière question, au fait, par rapport à l'Acadie, et je pense qu'il concluait peut-être cette histoire aussi. Est-ce que l'Acadie, selon toi, par rapport à cette histoire qu'elle a connue, par rapport à cette quête d'identité qui est en cours, peut-être qui est terminée aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que l'Acadie est prête pour une immigration? Une immigration dans quel sens? La venue, si on peut dire, d'étrangers sur le territoire acadien, sachant qu'il y a encore cette quête, ils sont en train de se chercher, sachant qu'il y a encore des choses qui existent encore. Oui, avec tous les mots qui existent, je ne peux pas affirmer à la place des immigrés parce qu'il y a plusieurs problèmes qui rentrent en ligne de compte. Il y a le problème économique et politique, socio-culturel, mais je pense que l'identité, peu importe l'endroit où on se trouve, on peut la défendre, on peut s'affirmer acadien, pourvu qu'on se sente mieux où on est, pas forcément dans le territoire où on est censé être. Des réponses très politiques. Donc sur ce, moi je ne dirais pas grand-chose, je dirais... Mais j'aime bien tes réponses, en fait. C'est bien structuré. Moi, je dirais que oui, tout simplement, parce que, comme tu dis, on vit dans un monde du multiculturalisme, de la mondialisation, en fait. Ça bouge. Guinée. En quelle année la Guinée est-elle devenue une république? Une république, c'est quand elle a obtenu son indépendance. C'était quoi? Le 2 septembre 1958. Et avec quel président? Ahmed Sékou Touré. Ah, je connais. Donc, à l'époque précoloniale, la Guinée était un royaume avec d'autres pays. Est-ce que tu peux me dire quels étaient ces pays qui formaient le royaume de la Guinée? La Guinée était un royaume. Bon, on appelait la Guinée avant les rivières du Sud. Les pays qui formaient vraiment. C'était une colonie française. Ce que je sais. Qui était. À côté, il y avait quoi? La Guinée-Bissau, il y avait le Mali, il y avait le Sénégal, il y avait la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso. Mais je pense que. Est-ce qu'on peut dire que le Mali faisait partie de l'Empire mandingue? Absolument. L'Empire mandingue, c'était vraiment un chevauchement entre l'Empire mandingue, la Guinée. En fait, c'était l'Empire mandingue, on mélangeait un petit peu parce que nous, on a une communauté qui est très proche du Mali. C'est la Haute-Guinée, la Guinée forestière, ce qui fait qu'on partage même une langue en commun. Qui est le Malinké. Ah, je pensais que c'était le Bambara. Non, c'est le Malinké. Ok. Est-ce que tu peux nous parler du légendaire Soundiata Keita? Soundiata Keita. Soundiata Keita, le roi du Mandingue. C'était un vaillant personnage que moi j'ai beaucoup respecté et appris. J'ai beaucoup appris de lui, notamment à travers sa bravoure, tout au long de la libération de l'Empire du Mandingue. Soundiata Keita, je me rappelle bien, on se référait de lui pour montrer un tout petit peu la bravoure d'un homme, à travers un fable qu'on lui attribuait, qu'il a déplacé même un baobab pour sa maman. Mais c'était des contes qu'on nous racontait tout petit. Et je pense que c'est un leader. Maintenant, on va retourner, mais justement, on va faire un pont avec ce que tu as dit. Parce que tu as parlé de la culture orale, justement, qui existe en Guinée. Et justement, l'auteur, Tierno Monienembo. Je ne sais pas comment le dire, mais c'est quand même beau s'entendre de toi. En fait, il a justement parlé de ça. Mais sachant que justement qu'il y a cette culture orale, cette culture de conte qui existe au Mali, qui existe en Guinée,
Est-ce que tu peux nous dire à quelle année, bien à quel siècle la Guinée a connu sa littérature? Il faut dire qu'il y a beaucoup d'écrivains guinéens, que ce soit Kamara Bay, que ce soit Tiamoumoni Membo, beaucoup d'autres. L'année exacte. Peut-être le siècle exact. Quoi? C'était 19e siècle? C'est bizarre. C'est ça? Avec Kamara Kamara Lai, oui, c'est ça. L'enfant noir. Et Keita Fodeba, oui. Donc ce sont les deux, bon, il y a plusieurs autres justement qui ont fondé justement cette littérature guinéenne au 19e siècle. Tout de suite, ce que je vais faire, je vais justement avant de passer à la question bonus et faire un petit retour vite fait aussi sur l'Acadie, je vais te laisser seul avec la caméra et je vais te laisser nous parler un peu du livre que tu avais en main et pourquoi ce livre, et etc. Donc tu vas nous parler de ce livre. Donc en attendant, moi j'arrive. Ok. Regarde la caméra. Voilà. Depuis tout petit, moi j'ai été inspiré par... j'ai pu lire beaucoup de livres, mais j'ai particulièrement été inspiré par celui d'Anthony Robbins, qui parlait bien évidemment du pouvoir illimité. Anthony Robbins, dans le pouvoir illimité, met en exergue, si vous voulez, les croyances. Il aborde les croyances à travers le programme Nero. Je ne maîtrise pas très bien, mais je sais que dans ce livre, il aborde beaucoup plus le développement personnel, dans lequel il parle beaucoup plus des croyances que nous devons avoir face à plusieurs situations, face à plusieurs difficultés, face à plusieurs... tout au long de notre parcours. Également, il nous montre qu'il faut, si vous voulez, avoir une croyance positive face à plusieurs problèmes, de défier nos limites, de ne pas limiter nos défis. Face à plusieurs problèmes, il faut avoir une attitude positive, ce qui nous permettra également de nous en sortir. En tout cas, c'est un penchant qu'il faut adopter. Et au-delà de tout cela, il faut y mettre également de l'action. Parce que j'ai compris à travers ce livre que une vision sans action ne mène nulle part. Une action sans vision est vouée à l'échec. Mais une vision accompagnée d'action peut changer le monde. Et je pense qu'avec ce livre, nous avons tous la possibilité et la latitude de modifier nos croyances, de les ramener, si vous voulez, à un niveau où nous pouvons nous mettre au service des autres, les aider et nous aider nous-mêmes. Waouh. En tout cas, ça me donne envie de lire le livre. Il est formidable. Donc, un petit peu de la littérature acadienne, on est encore dans l'époque de la Renaissance, au 19e. Disons que j'essaie d'être partielle, j'essaie de parler un peu d'eux. Et je pense que c'est toujours bien de connaître l'histoire du peuple dans lequel on vit, parce qu'on est là, donc voilà. Donc la renaissance de la littérature acadienne en ce moment, disons, on est à l'époque de la Renaissance, et il y a aussi une littérature qui va avec. Donc, pourrais-tu me dire à quelle date a commencé cette renaissance, et si tu connais quelques auteurs, pourrais-tu nous dire un ou deux auteurs qui ont marqué cette renaissance? 3 dates. Juste une date. Et un auteur. J'ai pas trop le choix. Pas trop le choix. Donc voilà. En 1972, avec l'édition acadienne, en tant que livre, je dirais même avec en 1887 et même en 1880. Attendez. Là, il faut que je retourne moi-même en arrière. En 1867, en 1887, en 1972. 1800, tu veux pas te plaît? 1867, 1887, 1972. 1887. Non, je dirais toutes les dates.
mais plus précisément au 19e siècle. Pourquoi toutes les dates? Parce qu'en 1867, il y a eu l'instauration justement du premier journal. 1887, le deuxième journal. Et je dirais 1972, maintenant c'est l'édition acadienne qui prend jour. Donc cette fois-ci, il publie plus des livres, des auteurs et des poètes que des journaux. Donc moi je dirais autour du 18e, 19e siècle, comme ça, la littérature acadienne de la Renaissance justement prend forme. Et on peut citer un auteur que je dirais très très important justement pour l'Acadie, qu'on appelle Guy Arsenault. Lui, il est venu avec l'imposition du chiac. Il y a d'autres aussi qui ont marqué quand même cette époque acadienne, mis à part de la Renaissance acadienne, mis à part Évangéline, je dirais Placide Godet et Pascal Poiré, etc. Donc, maintenant la question bonus, qui est maintenant pour nous les Haïtiens. Donc, dis-nous, qui sont les pionniers de la littérature haïtienne? Et pourrais-tu me dire approximativement vers quelle date ou quel siècle a commencé la littérature, prend cher la littérature haïtienne? J'ai dû des propositions, non? Oui, donc, attends, j'ai René Despestre, j'ai Oswald Durand, et j'ai Ignace Lugnot, j'ai Marguerite Macron, et mais plutôt en français. Lui, il a osé l'expression, un peu comme Guy Arsenault, qui est lui qui a osé le chèque. Voilà. Donc lui, il a osé le créole, puis un jour, j'aurai peut-être l'occasion de vous citer Choukoun. Bien sûr, bien. Et voilà, donc on a fait un peu le tour des questions. Il s'est très très bien défendu, surtout à questions libres et questions personnelles. Donc là tout de suite, c'est l'occasion de te vendre. Donc tu vas te vendre à ton public et tu vas conclure avec le mot de la fin, s'il te plaît. Ah, me vendre. C'est l'occasion de te vendre. Alors qu'est-ce que je vais dire aux gens? Moi j'ai juste un appel très particulier qui m'a permis tout au long de mon parcours d'avoir une dynamique constante, que j'ai toujours défendue, c'est ne jamais abandonner. Ne jamais abandonner et croire en ce que l'on fait. Moi je pense que avec ces deux pratiques, on peut bien aboutir à ce que l'on veut. Ne jamais abandonner, croire à ce que l'on fait. Après viendra tout l'arsenal qui va vraiment accompagner, notamment la formation, notamment beaucoup d'autres choses que nous allons affronter tout au long de notre parcours. Mais il faut vaincre la peur d'échouer et ne jamais avoir peur d'échouer. Je pense que sur ce, je m'en vais clôturer. Wow. En tout cas, je suis tellement fière de l'avoir sur le plateau. Je découvre un personnage, en effet très humble, très timide aussi en passant. Mais ça me fait plaisir d'avoir rencontré le sur le plateau aussi. Et j'espère que ça ne s'arrêtera pas là, vu qu'on va s'inter-inviter dans l'activité que tu feras aussi, qui est super intéressante. Avec plaisir, bien sûr. Et je pense aussi que ce que tu fais est encouragé, c'est vraiment salutaire. Ça nous permet de voir un tout petit peu, de jauger notre niveau, de comprendre les réalités d'autres cultures, sachant que le Canada s'inscrit dans cette vocation de multiculturalisme qui se fait sentir, et apprendre d'autres cultures tout en maintenant la sienne est également salutaire. Wow. Bon, bravo. Bravo à toi, justement, et bon travail. Merci. Donc, merci d'avoir suivi Discutons Livre. Merci Olivier d'être venu. Je vous en prie. Merci à vous de nous avoir regardés. Je vous dis à une prochaine et au revoir. Bye. Bye.